Monde après 1989. Bonjour à tous. Imaginez un mur qui tombe, et avec lui tout un système de pensée, tout un ordre mondial qui s'effondre. 1989. Une date qui résonne comme un coup de tonnerre dans l'histoire. La chute du mur de Berlin, qui était le symbole de la guerre froide, marque en effet le début d'une cascade d'événements qui redessine la carte du monde et transforme radicalement notre façon de vivre. En quelques mois seulement, des régimes qu'on pensait inébranlables s'effondrent comme des châteaux de cartes. L'URSS, cette superpuissance qui faisait trembler l'Occident, disparaît. Et soudain, le monde entre dans une nouvelle ère. Ce basculement est si profond que l'historien Francis Fukuyama va même jusqu'à proclamer la fin de l'histoire, pensant que la démocratie libérale et le capitalisme ont définitivement triomphé. Mais est-ce vraiment si simple ? Le monde post-1989 est-il celui de la paix et de la prospérité promise ? Aujourd'hui, nous découvrons cette période charnière qui a façonné le monde dans lequel nous vivons. Une période dont les ondes de choc continuent de nous secouer plus de 35 ans après. Pour comprendre ce qu'il se joue en 1989, il faut remonter aux origines de la guerre froide. Depuis 1947, le monde est divisé en deux blocs. Le bloc de l'Ouest, capitaliste, mené par les États-Unis, et le bloc de l'Est, communiste, dirigé par l'Union soviétique. Une division symbolisée par le rideau de fer dont parlait Winston Churchill. Et au cœur de cette division, Berlin. La ville allemande qui est partagée entre Est et Ouest depuis 1961, donc par ce mur, est le symbole parfait de cette guerre froide. Alors attention, une guerre qui n'est pas militaire. Les deux camps évitent soigneusement l'affrontement direct. Mais une guerre qui est idéologique, économique et culturelle. Et dans les années 80, le bloc soviétique montre clairement des signes de faiblesse. L'URSS s'épuise dans une guerre coûteuse en Afghanistan, une guerre qui a été engagée depuis 1979. Son économie, planifiée, peine à suivre le rythme des innovations occidentales. On manque de tout en URSS, sauf peut-être de missiles nucléaires et d'armements lourds. Mais les supermarchés sont vides, et les files d'attente, c'est la norme. Et surtout, en 1985, un nouveau leader arrive au pouvoir, Mikhaïl Gorbatchev. Et Gorbatchev lance deux politiques qui vont accélérer les changements. La perestroïka, la restructuration économique, une timide ouverture économique, et la glasnost, la transparence politique. Alors Gorbatchev veut sauver l'URSS, mais ses réformes vont paradoxalement précipiter sa chute. Car une fois qu'on en trouve la porte de la liberté, il devient difficile de la refermer. Et ce sont les vents du changement qui arrivent. Sentant que le pouvoir en URSS ne soutient plus la répression et n'appuie plus les gouvernements autoritaires, la population d'Europe de l'Est conteste de plus en plus les régimes politiques qui sont les leurs. La Pologne va ouvrir la voie en autorisant le syndicat d'opposition Solidarność. Dans l'été 1989, la Hongrie démantèle sa frontière avec l'Autriche. C'est une brèche dans le rideau de fer. Et les manifestations massives de l'automne 89 en RDA achèvent d'ébranler le système. Et c'est comme cela que le 9 novembre 1989, Günther Schabowski, qui est l'un des dirigeants justement de RDA, improvise lors d'une conférence de presse. Il annonce par erreur l'ouverture immédiate du mur de Berlin. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Des milliers de Berlinois de l'Est se précipitent vers le mur. Les gardes-frontières sont complètement débordés. Et sans instruction claire, c'est logique, c'est une décision improvisée, ils finissent par laisser passer la foule, Et cette nuit-là, des Berlinois de l'Est et de l'Ouest, armés de marteaux et de pioches, commencent à détruire ce mur qui les séparait depuis 28 ans. Les images font le tour du monde. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes-frontières n'interviennent pas. Le symbole est puissant. La guerre froide est en train de se terminer.
Mais ce n'est que le début d'une réaction en chaîne. Lorsque le mur de Berlin tombe, c'est tout le bloc de l'Est qui s'effondre en cascade comme des dominos. En quelques mois, les régimes communistes tombent les uns après les autres. La Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Bulgarie, la Roumanie. Tiens, la Roumanie justement. Là, la transition est particulièrement violente. Le dictateur, Nicolae Ceausescu et son épouse, sont jugés sommairement, exécutés le jour de Noël 89, dans ce qui ressemble plus à une lutte interne entre communistes roumains. À la tête de l'URSS, Gorbatchev espère toujours se maintenir. Mais lors des élections locales et fédérales en 1990, ce sont des opposants, comme Boris Eltsine en Russie, qui sont élus. 2 ans plus tard, c'est l'URSS elle-même qui se dissout. Contestée de partout, par d'un côté les communistes, qui l'accusent d'avoir été le fossoyeur du pays, et de l'autre par les réformateurs, qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, isolé politiquement, Gorbatchev démissionne le 25 décembre 1991. C'est la fin de l'URSS. Le lendemain, le drapeau rouge est descendu du Kremlin pour la dernière fois. 15 nouveaux États indépendants émergent des décombres de l'Empire soviétique. La guerre froide est terminée pour de bon, et on se dit que la paix mondiale va régner. Le nouvel ordre mondial qui émerge est d'abord dominé par une seule superpuissance, les États-Unis. Quand on parle de superpuissance, on désigne un pays qui domine les relations internationales sur tous les plans, militaires, économiques et culturels. Mais puisqu'il n'y a plus qu'une seule superpuissance, oui, l'URSS a disparu, on parle pour les États-Unis d'hyperpuissance. On parle même de moments unipolaires, un seul pôle qui domine le monde. Les États-Unis, avec l'OTAN, deviennent ainsi les gendarmes du monde, les seuls capables de constituer et diriger des coalitions internationales, c'est-à-dire des alliances de pays unis contre un même adversaire. Et cette domination américaine se manifeste particulièrement lors de la première guerre du Golfe, en 1990-91. L'Irak de Saddam Hussein a envahi le pays voisin, le Koweït, et les États-Unis prennent, sous le mandat de l'ONU, la tête d'une coalition de 29 pays. Alors ils écrasent l'armée irakienne en quelques semaines. Et les images des avions de chasse américains dominant le ciel irakien sont sur toutes les télévisions. Mais ce nouveau monde n'est pas celui de la paix perpétuelle qu'on avait imaginé, et même qu'on avait espéré avec la chute du mur de Berlin. Oui, la nature a horreur du vide. Et la disparition de l'URSS laisse justement un vide qui est rapidement comblé par des conflits ethniques, territoriaux, religieux. On va avoir des frontières contestées, comme au Cachemire, entre l'Inde et le Pakistan, ou dans la péninsule coréenne. On a des guerres civiles meurtrières, comme en Algérie ou au Soudan. On a des affrontements nationalistes, comme en Yougoslavie. Alors justement, ce pays, qui était lui aussi un pays communiste, éclate entre 1991 et 1999 dans une guerre civile particulièrement sanglante. En fait, c'est une fédération, la Yougoslavie, et il y a des républiques qui composaient cette fédération qui veulent obtenir leur indépendance. La petite Slovénie d'abord, elle est tout au nord, puis la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Et la Serbie, qui contrôle la fédération yougoslave, refuse cet éclatement, et elle refuse aussi la frontière de ces nouveaux États qui laissent de nombreuses minorités serbes à l'extérieur de la Serbie. À la suite d'une guerre particulièrement violente, le pays se fragmente en plusieurs États indépendants dans un contexte terrible de nettoyage ethnique, de massacres, comme celui des musulmans bosniaques de Srebrenica en 1995. Un massacre qui est d'ailleurs reconnu comme génocide par l'ONU. En Afrique, à peu près en même temps, un autre génocide, c'est celui des Tutsis au Rwanda en 1994, montre que la disparition de la guerre froide n'a pas mis fin aux tragédies de l'histoire. Ce génocide, qui dure 3 mois, à ce titre il est, et c'est d'ailleurs terrible, le plus efficace de l'histoire, fait environ 800 000 victimes. Et pour tenter de répondre à toutes ces crises, l'ONU tente de créer un nouvel ordre mondial fondé sur le droit et le dialogue. Et l'organisation dispose pour cela de 2 outils. Les tribunaux pénaux internationaux pour juger les crimes de guerre. Alors il y en a un qui va s'ouvrir pour l'ex-Yougoslavie, un qui va s'ouvrir pour le Rwanda,
Et elle dispose aussi de ses forces militaires, les fameux casques bleus. Et pendant tout ce temps, la mondialisation s'accélère. La chute du communisme ouvre de nouveaux marchés. Internet commence à se développer à partir du milieu des années 90. Les capitaux, c'est-à-dire l'argent investi, circulent de plus en plus librement. Et les entreprises délocalisent leur production vers des pays à bas coût, où ça coûte moins cher de produire la marchandise. Et c'est dans ce contexte qu'émergent de nouvelles puissances, les BRICS. C'est un acronyme pour Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces 5 pays qui représentent 40% de la population mondiale et dont le poids économique ne cesse de croître. D'ailleurs, la Chine, tout en restant officiellement communiste, s'ouvre au capitalisme et devient progressivement l'atelier du monde. C'est l'émergence du Made in China. Elle entre même à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, en 2001. Et donc, le monde unipolaire des années 90 laisse ainsi peu à peu place à un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde composé de plusieurs centres de pouvoir, où le leadership américain est finalement de plus en plus contesté. Cette nouvelle ère apporte son lot de transformations profondes. Dans les anciens pays communistes, la transition vers l'économie de marché est brutale. En Russie, ce que l'on a appelé la thérapie de choc économique enrichit une poignée de très riches, qui disposent d'un pouvoir économique et souvent politique, on les appelle les oligarques, mais elle va plonger une grande partie de la population dans la pauvreté. L'Union européenne, elle, profite de la fin de la division Est-Ouest pour s'approfondir et s'élargir. Le traité de Maastricht, en 1992, crée l'Union européenne, telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'euro est lancé en 1999. Et en 2004, l'Union européenne s'élargit à la plupart des pays d'Europe de l'Est, anciennement communistes. Mais malgré sa puissance économique, l'Union européenne peine encore à faire entendre sa voix de façon indépendante sur la scène internationale. La mondialisation transforme aussi notre vie quotidienne. Les produits du monde entier se retrouvent de plus en plus dans nos supermarchés. Les téléphones portables aussi se généralisent. Imaginez, en 1997, 4% des Français disposent d'un téléphone portable. En 2000, c'est 47%. En 3 ans, leur nombre a donc été multiplié par 10. Internet révolutionne, évidemment aussi, notre façon de communiquer. Mais cette mondialisation qui s'affirme crée aussi des perdants. Les ouvriers occidentaux voient leurs usines fermées face à la concurrence étrangère. Les inégalités se creusent et un sentiment de déclassement s'installe dans de nombreux pays. Un avion transformé en bombe volante vient de fondre sur la première tour du World Trade Center. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Le 11 septembre 2001 marque un tournant brutal. Pour la première fois de leur histoire, les États-Unis sont frappés sur leur propre sol. L'organisation terroriste Al-Qaïda, fondée en 1987, farouchement anti-occidentale, démontre ainsi que la première puissance mondiale n'est pas invulnérable. Alors en réponse, le président George W. Bush lance une guerre contre le terrorisme. L'armée américaine intervient d'abord en Afghanistan, entre 2001 et 2014, sous mandat de l'ONU pour combattre les talibans, ces islamistes radicaux qui abritent Al-Qaïda. Puis ensuite en Irak, entre 2003 et 2011, cette fois sans l'accord des Nations Unies. Mais dans les 2 cas, ces interventions vont s'enliser assez rapidement. Les États-Unis apparaissent comme des envahisseurs aux yeux des populations locales. La mort d'Oussama Ben Laden en 2011 ne met pas fin à la menace terroriste. Au contraire, le chaos qui règne en Irak et en Syrie permet l'émergence de Daesh, un groupe encore plus radical qui cherche à établir un État islamique par la violence. Ces djihadistes, c'est des extrémistes qui prétendent mener une guerre sainte au nom de leur conception de l'islam, vont frapper aussi bien au Moyen-Orient qu'en Europe, comme lors des attentats de Paris en 2015 ou de Bruxelles en 2016.
De nouvelles menaces émergent aussi. La prolifération nucléaire inquiète, avec des pays comme la Corée du Nord ou l'Iran qui cherchent à se doter de l'arme atomique. Le terrorisme prend aussi de nouvelles formes avec la multiplication des cyberattaques. Vladimir Poutine, qui est arrivé à la tête de la Russie, considère que l'effondrement de l'URSS a été, je cite, « la plus grande catastrophe géopolitique du siècle ». Fin de citation. Il cherche donc à restaurer la puissance de la Russie et son influence, comme on le voit avec les interventions en Tchétchénie ou l'annexion de la Crimée en 2014 et l'invasion de l'Ukraine en 2022. Et face à tous ces défis, la communauté internationale peine à agir efficacement. L'ONU, qui déploie malgré tout 100 000 casques bleus dans le monde, est souvent paralysée par les tensions au sein de son Conseil de sécurité. Et surtout le droit de veto des 5 membres permanents. Alors, il suffit de les citer pour comprendre que face à toute situation dans le monde, l'un des 5 va forcément mettre son veto. États-Unis, Chine, Russie, France, Royaume-Uni. Et le veto d'un des 5 bloque toute action de l'ONU. Alors, ces dernières années, les conflits se multiplient, provoquant des migrations massives de populations qui fuient les zones de guerre. On les appelle des réfugiés. C'est notamment le cas en Afrique centrale, au Sahel, particulièrement au Mali, mais aussi au Moyen-Orient comme en Syrie, où les espoirs qui étaient nés lors des révolutions arabes de 2011 ont fait place à des guerres civiles particulièrement violentes. La Syrie semble récemment se stabiliser avec la fin du régime de Bachar el-Assad. Et face à tout cela, il y a aussi de nouveaux défis mondiaux. Le réchauffement climatique, la régulation économique, ou même des crises sanitaires, comme celle du Covid-19. Alors, à propos du réchauffement climatique, la COP21, qui est organisée à Paris en 2015, aboutit à l'accord de Paris sur le climat. Cet accord vise à limiter à moins de 2 degrés le réchauffement climatique à l'horizon 2100. Mais tous les pays n'ont pas ratifié cet accord, et certains pays importants, comme les États-Unis, vont se retirer temporairement en 2017, le réintégrer sous Joe Biden, pour en partir avec le second mandat de Donald Trump. Alors, quel bilan peut-on tirer de cette évolution du monde depuis 1989 ? Certains acquis demeurent. L'Europe n'est plus divisée par un rideau de fer. Les pays de l'ancien bloc de l'Est ont rejoint l'Union européenne. Les échanges commerciaux et culturels n'ont jamais été aussi intenses. Nous vivons dans un monde interconnecté, où les hommes, les idées, les marchandises circulent très largement. Et surtout, 1989 nous a appris que l'histoire peut basculer de manière inattendue, que des systèmes qui semblaient immuables peuvent s'effondrer en quelques semaines. Et c'est une leçon qui résonne particulièrement alors que nous faisons face à tous ces nouveaux défis. Mais c'est une autre histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode sur ce tournant majeur de notre histoire contemporaine. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre comment 1989 a façonné le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous utilisez Spotify, à partager votre propre expérience de cette période en commentaire. Peut-être étiez-vous devant votre télévision quand le mur de Berlin est tombé, ou peut-être vos parents vous ont-ils raconté ce moment historique. La section commentaires est donc ouverte pour vos témoignages et réflexions. Vous pouvez aussi me suggérer d'autres moments charnières de l'histoire contemporaine que vous aimeriez que j'aborde dans de prochains épisodes. Toutes les infos pour me contacter sont en description. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.